Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier Fire Chat de la promotion 3 de Maestro en Product Management. Ce soir, nous recevons Émilie Ringwald, qui est Product Manager chez Blablacar. Nous sommes en compagnie donc, de Émilie et de Mehdi Ayouch aussi, qui est notre Headmaster pour cette promo 3. Le sujet de ce soir traitera de la transition vers le métier de Product Management. C'est vrai que c'est un métier où il y a pas mal d'idées préconçues et au final, les gens viennent très souvent de backgrounds, de secteurs et d'expériences différentes. C'est très visible au niveau de notre promotion. Et donc, Émilie va un petit peu plus nous éclairer sur son propre parcours et les étapes qu'elle a elle-même mises en place, qu'elle a connues pour bifurquer vers le métier de product qu'elle exerce actuellement. Donc très simplement, voilà, en termes du déroulement de ce Fire Chat, une première partie sur son parcours avant le métier de PM, puis sa transition progressive, ses challenges au début et puis son rôle actuellement qu'elle occupe en tant que PM chez Blablacar. Voilà. Donc Émilie, voilà, Tu veux peut-être te présenter, Ophélie, toi, qui est oui. dans la promotion 3 aujourd'hui de Maestro. Absolument. Je suis Ophélie Hermann, profil plutôt business, enfin juriste, dernièrement directrice commerciale et marketing dans une start-up de réalité virtuelle, en média, enfin en réalité virtuelle. Et puis j'ai développé des produits pendant 9 mois, ce qui m'a conduit à vouloir participer à cette promotion de Maestro, voilà, pour un petit peu consolider mes acquis, mes compétences, pour un peu structurer tout ça. Voilà. Ça va, Donc, ça te plaît jusqu'ici? j'adore. C'est très, très intense. On est sorti d'une journée sur les problématiques produits assez intense, mais c'est particulièrement bien fait et très agréable. Cool. Émilie, c'est à nous. Oui. Alors, je voudrais te demander, hop, voilà, commencer par demander, est-ce que tu pourrais un peu présenter ton parcours en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, bonsoir déjà. Moi, comme l'a dit Ophélie, je viens d'un monde un peu. Enfin, j'ai fait une transition vers la product management assez récemment. À la base, je suis diplômée d'école de commerce. Donc, j'ai été diplômée en 2011 de Schema à Lille. J'ai bossé 4 ans dans une TPE dans l'univers du vin et j'avais un poste de marketing commercial, un peu comme toi, Ophélie d'ailleurs. Je faisais beaucoup de offline, donc beaucoup de salons, etc., mais aussi beaucoup de online. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus dans mon boulot, c'était le digital. Donc, j'ai repris une année d'études dans une école qui s'appelle MBA ESG et j'ai fait une année de MBA en e-business, en contrat pro dans une agence de marketing interactif, donc mille merci pour ceux qui connaissent, qui s'appelle maintenant Numberly, je crois. Et suite à ça, j'ai été embauchée dans une boîte qui s'appelle Eureka, qui fait partie du groupe Solocal, donc qui est le groupe qui gère Pageone notamment. Et c'est en étant embauchée chez eux qu'au bout de 2 mois, le directeur marketing est arrivé vers nous et nous a dit bah voilà, on va faire une transition vers les méthodologies agiles. Donc tous les chefs de projet, dont moi, donc vous allez devenir des product managers. Donc ça s'est fait totalement par hasard. Ok, très très bien. Je voulais te demander, oui, avant de devenir PM, quelles ont été néanmoins tes premières confrontations avec le produit? Et qu'est-ce qui t'a plu dans ces nouvelles expériences? Alors, déjà quand j'étais en stage pendant mon école de commerce, j'ai été chef de produit à la Redoute, donc pour des produits physiques, donc des chaussures, des accessoires, des bijoux, etc. J'ai eu de la chance parce que j'étais stagiaire, je devais assister une chef de produit et en fait c'était pendant la crise où il y a eu un gros plan de départ volontaire, beaucoup de licenciements, etc. Donc dans cette malchance, j'ai eu ma chance à moi qui a été de prendre un poste à part entière puisque la personne que j'assistais est partie. Je me suis rendu compte que la raison pour laquelle à la base je m'étais tournée vers le marketing, c'est que j'aimais bien parler aux utilisateurs finaux, vendre un produit, pouvoir faire matcher le produit pour lequel je travaillais avec leurs besoins. Donc mieux comprendre leurs besoins, etc. Et en travaillant sur le produit pendant ce stage-là à la Redoute, je me suis rendu compte que travailler sur le produit en lui-même, c'était extrêmement intéressant.
puisque là, on allait vraiment faire en sorte que le produit final plaise aux utilisateurs plutôt que d'essayer de vendre un produit fini aux utilisateurs. Mais je me suis rendu compte assez vite pendant ce stage que le produit physique, et notamment en l'occurrence là, les produits de mode, ça ne me convenait pas du tout. Donc, ça ne me plaisait pas à long terme. Donc, j'ai un peu oublié tout ça et c'est chez Nomatic, quand j'ai commencé à travailler sur les produits un peu plus digitaux, que j'ai vu apparaître des offres d'emploi qui commençaient à émerger un peu en France. Je me souviens d'un poste chez Viadeo à l'époque, chef de produit pour des produits digitaux. C'est là que j'ai réalisé qu'un produit pouvait être digital. Je n'avais pas vraiment réalisé ça à l'époque. Et que j'ai commencé à connaître le monde du produit à ce moment-là. Mais c'était pas vraiment un plan de carrière à ce moment-là de devenir product manager, puisque je savais pas vraiment, il n'y avait pas une telle notoriété par rapport à aujourd'hui de ce métier-là. Donc, Tu avais postulé chez Viadeo d'ailleurs à l'époque? j'avais postulé à l'époque chez Viadeo et j'avais pas eu de retour, je crois, parce que comme je faisais du marketing commercial Ouais. et que mon CV n'avait pas grand-chose à voir. Et d'ailleurs, c'est parce que ce genre de poste me plaisait beaucoup et que j'avais en règle générale pas de retour que j'ai décidé de faire cette formation, cette mise à niveau en e-business pour pouvoir apprendre un peu de code, avoir plus le langage digital et Ouais. pouvoir me sentir plus légitime, en tout cas, à postuler à ce genre de poste. Eh ben, franchement, tu as bien fait, hein, vu comment ils ont. Oui, non, mais c'est clair. Vu ce qui s'est passé après pour Viadeo, on peut dire que tu as eu de la chance en réalité. Exactement. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a vraiment une chatroom conversion. Même vous pouvez prendre la parole si vous voulez, il n'y a pas de souci, on n'est pas très nombreux. Donc, c'est l'occasion de poser toutes vos questions si vous êtes en transition. Le parcours d'Émilie est très, très particulier, très intéressant. Donc, franchement, prenez la parole. Ce moment, il est pour vous. Juste, moi, j'avais une petite question juste pour revenir sur la Redoute. Maintenant que tu sais ce que tu sais sur le product management, j'imagine que ce que tu faisais en produit chez la Redoute, que la façon de faire du produit chez la Redoute, Ah bah, ça des avait rien à années-lumière. voir. Ouais. Ah oui, complètement. Et alors déjà, c'était une boîte très traditionnelle, donc très ancrée dans les process, mais pas les process digitaux comme on connaît aujourd'hui qui peuvent aider à la mise en place d'un projet, mais plutôt de la lourdeur administrative, je dirais. Et puis, moi, j'étais vraiment stagiaire. Je suis arrivée là-dedans, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Donc, quand la chef de produit m'a dit bon, ben, je pars la semaine prochaine, c'est toi qui prends le poste parce qu'il n'y a pas de recrutement, donc je ne suis pas remplacée. J'ai été vraiment paniquée, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Ouais. Donc, mais c'était un bon premier pas, et notamment pour prendre confiance. Cool. Ok. De ce fait, on passe un peu sur la partie, justement, ce moment où tu as glissé vers le métier donc de chef de projet marketing interactif vers le métier de PM. Au final, ça s'est fait plutôt naturellement dans ton cas, dans ton parcours. Et comment est-ce que tu t'es formé? Comment tu t'es formé toi-même ou tu as été accompagné dans cette montée en compétences? Alors du coup, nous, quand le directeur marketing a débarqué un jour en disant qu'on allait transitionner donc vers les méthodologies agiles, il a fait les choses bien. On a eu un coach qui nous a accompagnés pendant 6 mois. Nous, c'est ceux qui sommes, les anciens chefs de projet, donc on est devenus des product managers ou product owners et les développeurs. Donc voilà, donc on a été vraiment accompagnés pendant 6 mois. Donc il a été là tous les jours avec nous. Il nous a fait beaucoup de formations au début pour déjà qu'on connaisse, qu'on comprenne un peu le monde agile, ce que ça allait changer pour nous. Parce que au début, quand on nous l'a annoncé, pour moi, ça allait être un changement de nom sur mon CV, de nom de poste, mais je ne voyais pas vraiment la différence que ça allait apporter derrière. Et c'était vraiment un tout nouveau monde qui s'ouvrait à nous. Donc là-dessus, on a été beaucoup accompagnés. Et en parallèle, et ça c'est quelque chose dont on va reparler je pense après, mais j'ai lu beaucoup de blogs, d'articles. À l'époque, c'était surtout des blogs américains, c'était il y a 5 ans. Donc c'était beaucoup aux États-Unis que ça se passait. Je me souviens de blogs style Clever PM, Bring the Donuts, des choses comme ça. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Enfin, ils sont plus mis à jour. Mais voilà, donc c'est un peu comme ça que je me suis formée au fil du temps. Justement, donc oui, tu as été assez chanceuse d'être accompagnée comme ça par un coach agile. Et néanmoins, est-ce que donc tu nous dis que tu as pas mal lu de ton côté, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner, même éventuellement des choses à éviter aussi, quand on doit se former un peu tout seul voilà. Ouais, alors à éviter, penser qu'on sait. Alors déjà, on ne sait jamais, et deux, ça évolue tellement vite, que ce soit au niveau des produits, surtout les produits digitaux, c'est une évolution tellement rapide, il faut toujours se tenir au courant. Et le métier même de product management, il évolue en permanence, il y a sans cesse de nouvelles idées, de nouveaux process, toutes les entreprises fonctionnent différemment.
Donc, moi, la première chose que je dirais, c'est jamais arrêter de s'auto-former, d'être hyper curieux, de lire. Il y a énormément maintenant de conférences, de meet-up qui se passent sur Paris. Il y a beaucoup de... Medium, par exemple, c'est une mine d'or. Il y a énormément d'articles, énormément de gens qui font des retours d'expérience, qui parlent de process, mais qui parlent aussi d'organisation de produits dans leurs entreprises, etc. Donc voilà, donc pour moi, vraiment, le premier conseil, c'est de lire, d'écouter des podcasts, d'aller à des conférences, de réseauter. Voilà. Mais Et tu dis que ta formation, excuse-moi, Non, Ophélie, non, non, vas-y. vas-y, vas-y. Tu dis que ta formation, quand tu as transitionné, on te l'a faite chez Orica et ça a été plutôt une formation agile, en fait. Plutôt une Ouais, formation exactement. Scrum Ouais, agile, c'est ça? exactement. C'était pas une formation de produit à proprement parler. Non, du tout. C'était vraiment les méthodologies agiles, comment est-ce qu'on allait pouvoir s'organiser, alors mettre en place une organisation produit, mais ce n'était pas des formations au métier de product management. Donc vraiment, tout ce qui a été vraiment lié au produit, c'est via mes lectures qu'on a mis Ouais. en place, et puis en partage d'expérience avec ce qu'on apprenait avec les autres PM, enfin nouveaux PM, qui étaient aussi nouveaux que moi, du coup, dans la boîte. Et dans ton cas, il y a quelque chose que je trouve hyper intéressant, c'est que on parle d'une double reconversion. On parle d'une reconversion de produits non digitaux à des produits tech digitaux et d'une reconversion du marketing vers le produit. Euh, donc, du coup, tu nous dis que t'es pas mal monté en compétence vers le produit en lisant voilà, des choses sur la discovery, sur la delivery, en échangeant avec des PM, les médiums, les meet-up, les machins. Mais pour la partie tech. Et c'est là que le bas blesse, c'est là que c'est compliqué en fait. C'est là que voilà, quand tu es candidat qui vient de quelque chose qui est non tech et que tu veux aller dans la tech, que ce soit du product ou pas d'ailleurs, c'est compliqué, quoi. Comment est-ce que tu as géré ce virage-là? Alors, la formation que j'ai reprise il y a quelques années, donc du coup, le MBA en e-business, je l'ai choisi exprès parce que la moitié de la formation était technique. Donc, la moitié de la formation, c'était l'apprentissage des bases des langages style HTML, CSS, PHP, etc. Et pour moi, c'était hyper important, étant donné que je savais que j'allais travailler dans la tech, que je voulais m'orienter vers ça. C'était hyper important pour moi de parler le même langage que les gens et pour moi, c'était acquérir une légitimité de savoir que j'allais comprendre quand ils allaient parler. Donc j'ai eu des bases dans tout ça. Ça, c'est vraiment au niveau technique pur. Après, pour moi, ça passe un peu par la même curiosité dont je parlais pour l'auto-formation. C'est lire ou écouter des choses qui ont lien avec le monde digital. En général, se tenir au courant des actualités. Tout ça, ça aide à mettre un pied dedans et à se sentir légitime. Et la tech, toi, tu as commencé, tu as fait du HTML, du CSS. Deux questions. Est-ce que tu n'as pas trouvé ça dur déjà au début? Et est-ce que tu n'as pas trouvé ça chiant surtout? Alors moi, j'ai adoré, honnêtement, j'ai vraiment adoré et j'avais 20 sur 20 toute l'année et je voulais devenir dev à la fin de l'année. Honnêtement, moi, j'étais partie pour une formation de dev après ça. Et c'est un cabinet de recrutement qui m'a contactée et à la base, j'allais dire non comme à tous les cabinets de recrutement qui me contactaient à ce moment-là, puisque sur le CV, ça faisait bien MBA ESG, j'imagine. Et en fait, je sais pas, le poste qu'ils m'ont proposé chez Orica m'a plu et je me suis dit, bon, au pire, je vais là-dedans et je continuerai après vers du dev. Et bah, finalement, j'y suis restée. Et là, en plus, avec le poste de produit, je suis hyper contente parce que je garde cette espèce de petite casquette un peu dev puisque je travaille tous les jours avec des développeurs. Donc, c'est pas moi qui développe en l'occurrence, mais limite, c'est pas très grave. Mais je garde vraiment un pied dans la tech avec ça et je suis beaucoup plus proche au final du monde des développeurs que ce que j'avais imaginé à la base en faisant cette formation. Mais Ouais. honnêtement, moi, j'ai pas du tout trouvé ça chiant et même qu'après, quand j'étais chez Eureka, j'ai continué sur Open Classroom par exemple. Leurs formations tech, elles sont super bonnes. J'ai continué à me former sur les nouveaux langages, j'ai appris Python après toute seule. Enfin, moi, j'adore ça. Je fais volontairement, je fais exprès, tu vois, de poser cette question parce que moi, je suis passionné aussi. J'avais fait une formation un peu tech, mais je sais que on peut trouver ça chiant et comme on peut trouver ça dur et ça peut être un facteur assez bloquant. Du coup, qu'est-ce que tu recommandes avant de se lancer direct dans un MBA à 1 an? Tu vois, qu'est-ce que tu recommandes de faire pour un peu tâter le terrain, tu vois, parce que c'est pas fait pour tout le monde en réalité. Non, non, clairement. Et moi, à l'époque, j'ai fait ça parce que c'était pas aussi clair que maintenant les offres de formation. Il n'y avait pas les formations courtes, un peu comme il y a chez Mastro en ce moment pour faire des métiers plus
enfin, pour devenir PM, par exemple. J'ai choisi de faire ça parce que j'avais besoin aussi de maintenir un espèce de rythme et je quittais mon emploi qui était un CDI pour faire quelque chose de nouveau, donc j'avais besoin de sentir une espèce de petite légitimité derrière, mais aujourd'hui, ce que je recommande, c'est si on a suffisamment de volonté pour le faire seul, ce genre de formation tech, je veux dire, hein, je pense que des formations avec des gens, notamment pour faire des ateliers comme vous les faites notamment chez Maestro ou comme il peut y avoir dans d'autres écoles pour réseauter, etc., c'est hyper important. Mais les formations tech, par exemple, j'ai cité Open Classroom, moi je trouve ça assez facile à suivre. C'est bien fait, il y a des leçons, enfin les leçons sont bien ordonnées, il y a des petits tests à la fin pour tester les connaissances acquises, etc. C'est déjà un très bon début. Ouais, j'ai même mis Codecademy là dans la conversation parce que moi j'avais commencé par là même, juste pour voir si j'avais un peu d'affinité avec ça. Et ok, juste pour encore une dernière question là-dessus, parce que ça Oui. m'intéresse. Le truc de ouais, j'ai commencé dans la tech, je me suis lancé dedans, je me suis trouvé un peu un vrai kiff dessus, voire des facilités. Comment ça se fait que, enfin tu vois, on fait pas de tech au lycée, au collège en France. D'où ça t'est venu en fait cette espèce de facilité, cette espèce de gymnastique mentale pour te permettre tu vois, de comprendre un peu les langages, la structure du web, les questions d'API, clients, etc. Est-ce que tu avais des Alors, facilités avant? Est-ce que tu étais une matheuse? Alors, je n'étais pas forcément une matheuse, mais plus par flemme que que par vraie non-affinité avec les maths. Mais par contre, j'ai toujours été hyper organisée dans ma tête et hyper structurée. Enfin, genre, je fais un fichier Excel pour tout. Genre, je vais en vacances, j'ai un fichier Excel, je suis toujours très, très structurée. Et je pense que clairement, la logique du langage informatique était très, très en affinité avec ma manière de fonctionner à la base. Donc, ouais, je voyais des gens autour de moi qui avaient l'air de galérer et je ne comprenais pas trop parce que pour moi, ça me semblait tellement intuitif enfin, voilà, j'ai pas réalisé à quel point ça dépend vraiment des gens. Moi, je vais galérer dans d'autres domaines, hein, évidemment, plein d'autres domaines, mais voilà, pas dans celui-là. Et je me souviens plus du début de ta question, excuse-moi. Ou alors j'ai répondu. Moi non plus, je m'en souviens plus, mais je pense que je pense que tu as plutôt répondu Ok. à cette question-là. Ah non, si, dans les lycées et les collèges, on n'enseigne pas du tout les langages informatiques. Pour moi, je ne sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs. Il me semblait que pendant un temps, ils voulaient mettre en place des cours de code dans les Ouais. lycées Alors et moi, les j'ai des collèges. petits cousins au lycée, enfin au collège, mais ils en ont pas, ça c'est sûr. Ok. Au Et pour lycée, moi, ils il en faut ont le pas. faire. Enfin, c'est aberrant. D'ailleurs, ils ont parlé comme d'une LV3 pendant un temps ou une LV2. Mm. Enfin, pour moi, c'est tellement important aujourd'hui. C'est tellement un monde énorme. Enfin, si on a des cours de biologie, il faut qu'on ait des cours tech, enfin, de code aussi pour pouvoir avoir vraiment une vision de tout le panel de métiers qu'on peut faire. J'approuve ce Donc, tu nous message. encourages à potentiellement suivre une formation comme ça en parallèle qui nous intéresse en data, en tech, pour un peu pour ne serait-ce que intellectuellement ou pour élargir peut-être notre spectre de Ouais, candidature à exactement. Et d'autres là, entreprises. ouais, carrément. Et après, quand vous serez dans les boîtes, pour parler le même langage, enfin, quand un tech vient vous voir et qui vous dit ça, je peux pas le faire, c'est trop compliqué, et tu dis, ben, écoute, je suis désolée, mais enfin, je sais de quoi je parle. Enfin, Absolument. sans faire monsieur, madame, je sais tout, mais au moins savoir de quoi la personne en face parle, et que la personne en face sache aussi qu'on peut pas nous berner, enfin, que c'est pas. Absolument. On n'est pas né la dernière pluie. De là, et puis, je dirais aussi que ça m'a vachement aidé dans les entretiens. Même si au final, certaines entreprises ne mettent pas forcément à profit ces compétences-là, le fait de dire qu'on l'a fait, ça dénote d'une certaine curiosité qui est très en lien souvent avec l'univers des startups aujourd'hui, et deux, voilà, c'est une certaine volonté de vraiment s'implémenter dans le secteur et ça plaît aux entreprises en général. Et Et moi, je Nicolas, rajouterais un truc aussi par rapport à ce que tu as dit sur éviter de faire en sorte que les devs nous bernent. L'inverse est très, très vrai. C'est éviter, créer un climat de confiance entre toi et tes devs. Parce que si tu commences à arriver, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne sais pas ce que c'est qu'une API, tu n'as jamais entendu parler d'un fichier JSON ou ce genre de choses, tu vas commencer à bullshiter. Et le bullshitomètre des devs, c'est un truc hyper sensible, ça monte très très vite. donc, Carrément. Entièrement d'accord. donc ouais, c'est important, c'est important.
J'ai Soumaya qui demande à Émilie quel langage de programmation tu recommanderais pour débuter? Alors moi, ceux que j'ai trouvés les plus simples et les plus abordables, c'est HTML, CSS. Mhm. Enfin, c'est un peu la base. C'est un peu la base. Tout ce qui est PHP, JavaScript, j'ai trouvé ça moins intuitif. Donc peut-être pour commencer, c'est moins terrible. Python, c'est très intuitif aussi. Mais c'est pas aussi répandu dans les entreprises aujourd'hui. Moi, je dirais que déjà HTML, CSS, déjà HTML, c'est un bon Bonne début, base. une bonne base. Très bien, merci on va tâcher de suivre ces conseils, intéressant. Euh, on va continuer avec un peu tes challenges au début de ta carrière de PM et comment as-tu vécu les premiers mois chez Eureka au final? Alors du coup, plutôt bien, vu qu'on avait ce coach qui était là à disposition, entre guillemets, pendant 6 mois. Mhm. Alors, Juste, Émilie, juste avant de partir là-dessus, est-ce que juste tu peux mettre en contexte, nous expliquer c'est quoi Eureka et c'est quoi les ah, produits qu'il y a derrière? oui, bien sûr. Alors, Eureka, c'est un site web sur tous les sujets du quotidien, par exemple, les rubriques jardinage. Vous êtes quasiment tous déjà tombés dessus sans le savoir. Il n'y a pas une grande reconnaissance de marque. C'est un petit bout orange. Le site est violet. Ils ont changé un peu récemment. Donc, c'est toutes les questions que peuvent se poser les Français au quotidien. Et c'est plus de 20 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, c'est vraiment une énorme. Enfin, plus d'un tiers des Français. Enfin, un tiers des Français en l'occurrence est déjà allé sur le site. Donc là, c'est pour ça que je dis que vous y êtes déjà allé sans vous en rendre compte. Vous devez avoir des Euh, questions pépites, hein. ah ouais, non, mais les questions. Moi, en plus, j'ai été embauchée pour justement les questions qu'on posait aux experts. Parce qu'on a beaucoup d'articles. On a beaucoup d'articles qui sont déjà pré-rédigés, etc. Mais on pouvait poser des questions à l'époque. Mais c'était vraiment, effectivement, des pépites. Et, et voilà. Donc, du coup, moi, j'étais en charge au départ de ces questions, de la rubrique questions aux experts. Et ensuite de la monétisation du site. Donc enfin, évidemment toutes les pubs qu'il y avait sur le site et toute la partie défiscalisation, etc. Enfin voilà, toute la monétisation du site Eureka. Ça appartient au groupe Solocal, donc qui est le groupe qui gère Page Jaune, enfin anciennement Page Jaune. Donc c'est un énorme groupe, mais nous chez Eureka on était 40. Donc, c'était vraiment une petite filiale et vraiment, on était entre nous, une petite start-up. On avait vraiment un esprit start-up, mais qui appartenait à un gros groupe. Du coup, oui, et je disais qu'effectivement, on a été accompagné pendant 6 mois. En fait, l'avantage, c'est que du coup, on avait l'ambiance d'une start-up, mais avec les moyens d'un gros groupe. Donc, c'est aussi peut-être pour ça qu'on a pu être suivi pendant 6 mois par ce coach agile. Qui était là tous les jours avec nous. Donc, nos challenges à nous, c'était de prendre en main un métier dont on n'avait jamais entendu parler avant et d'y voir l'intérêt, d'être motivé et d'arriver à mettre en place cette organisation juste entre nous, entre guillemets. Et pour bien comprendre, Émilie, le Eureka, donc l'environnement, si tu cartographiais dans les grandes lignes les produits Eureka, tu as quoi? Tu as un back-office, tu as des apps, une marketplace, Non, tu tu as as quoi un site exactement? web, et c'est tout. Et il n'y avait pas d'app, il n'y avait rien du tout. Back-office, Tu as oui, mais des outils en interne? ouais, il y avait des outils de back-office pour la gestion des questions, la gestion des articles, etc. En fait, c'est comme un énorme CMS fait maison qu'on avait, donc Content Management System. C'est un site de contenu, donc on avait énormément de contenu. Je ne saurais même pas dire combien d'articles on avait, mais des milliers et des milliers de pages. Donc voilà, donc on avait cet outil, le back-office, dont moi je ne m'occupais pas du tout, mais dont je me servais, et le site web. Un search engine, forcément, pour chercher Dans le site web, on avait un outil de recherche. assez puissant. Ouais, exactement. On bossait avec Algolia d'ailleurs là-dessus, et qui est une boîte de la tech française qui est qui a le vent en poupe, on va dire. Et voilà. Donc j'allais commencer à bosser sur la search quand je suis partie, effectivement. Et tu t'es vu progresser parce qu'on ne voit pas, c'est difficile un peu de quantifier, de voir ses progrès. Il faut peut-être 6 mois, une année pour voir un peu son impact en Ouais. tant que PM. Est-ce que tu t'es vu progresser lors de ces premiers Ouais, mois? clairement. Alors, je suis restée 2 ans et demi du coup en tant que PM chez Eureka. J'ai été beaucoup en contact avec les PM de Solocal directement aussi. Je faisais le lien, j'étais l'ambassadrice entre guillemets Eureka
chez Solocal, donc ça me permettait aussi d'évaluer un peu notre niveau par rapport à d'autres équipes. Et ouais, clairement, on prend des automatismes, au fur et à mesure qu'on continue à lire et à se renseigner, on essaye des nouvelles choses, on teste, et là-dessus, la direction était très cool parce qu'on avait vraiment carte blanche pour tester ce qu'on avait envie de tester, quoi. Un matin, je disais, OK, on ne sait pas gérer les bugs, Augustin, je te propose qu'on fasse ça, on mette en place tel système. Il me dit, OK, bah vas-y, teste, et si ça marche, on le met à toute la boîte. Et donc voilà, donc ça, c'était cool. Mais forcément, c'était une petite boîte, et au bout d'un moment, les perspectives d'évolution et de progression arrivent à une certaine limite, et c'est pour ça que je suis partie. Tu réponds à ma question. Ouais. Et justement, au sortir de cette première expérience, quelle stratégie de recherche d'emploi tu as mise en place? À quoi tu pensais? De quoi tu avais envie, en fait, au sortir de cette start-up, qui faisait partie d'un plus grand groupe? De quoi tu avais envie? Alors, j'avais envie de progresser. Donc, je voulais vraiment une boîte qui me challenge et qui me permette de grandir encore sur mon rôle de PM. J'avais pas vraiment d'idée préconçue. Je savais que je voulais bosser pour un produit dont j'étais fière, et si possible dont j'étais utilisatrice. Eureka, j'adorais leur site web, hein, j'y vais encore aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais par contre, bosser sur la monétisation du site, c'est-à-dire sur les pubs, c'est-à-dire ce que moi je déteste, c'était pas hyper motivant. Donc pour moi, le fait de bosser sur un produit que j'aime, c'était primordial. Je cherchais vraiment le coup de cœur. L'avantage quand on est product manager, souvent, en tout cas à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe maintenant avec le Covid, etc., mais on est souvent un peu en force. Il y a beaucoup de postes, et on est pas mal contacté. Donc moi, je recherchais vraiment à partir pour un coup de cœur. Donc j'avais passé des entretiens par-ci, par-là. Ça se passait bien, mais j'étais pas plus emballée que ça. Et j'ai vu cette offre pour Blablacar un jour, un matin d'août. Et je savais qu'ils étaient qu'ils avaient beaucoup de succès sur la scène du produit en France. J'arrêtais pas de voir Rémi Guyot, Tristan, etc., le VP produit, le VP design en conférence. Et je m'étais dit, OK, j'ai aucune chance, mais je vais envoyer ma candidature, on sait jamais. Ça, ce serait vraiment une boîte qui me ferait vraiment kiffer. Et voilà. Donc du coup, comme quoi, même quand on n'y croit pas, hein, envoyez vos CV. T'as vu la lumière et t'y es allé, quoi. Exactement. Et non, je reviens juste sur ce que tu as dit là sur on a le choix quand on est product manager, et je voulais un truc qui me plaise. Deux remarques là-dessus. Moi, faut savoir, pour ceux qui savent pas trop, moi je recrute des PM. J'en recrute pas mal même, et pour des startups. Je suis un ancien PM, deux petites remarques. La première, c'est que quand tu es recruteur, quand tu es une startup, la chose qui attire le plus les product managers, c'est ta vision, quoi. C'est ta vision produit, comment tu vas craquer un marché, comment tu vas apporter quelque chose de top. Et les startups qui ont des marques employeurs product vraiment top, avec des product managers qui prennent la parole avec une vision claire, un marché, ils sont en train de tout défoncer, machin, à la Blablacar, surtout à l'époque où tu es rentré, c'est du pain béni, et tous les meilleurs products de la place veulent y rentrer. La deuxième remarque, c'est, tu as dit, quand on est product manager, on a le choix. Et tu as raison, quand on est product manager, on a le choix. Quand on ne l'est pas Oui. encore, Non, c'est sûr. et c'est le premier conseil que je donne à tous les gens qui transitionnent vers le product, c'est que votre objectif, c'est pas de trouver le job idéal, c'est de rentrer dans le poste. C'est vraiment ça l'objectif. Une fois qu'on est rentré dans le poste et qu'on est monté, et là, on peut parler d'autre chose. Là, on peut parler de aller trouver une startup avec les conditions, l'équipe, la vision, le marché, etc. Une fois qu'on a fait ses preuves, on a le golden ticket, là, Charlie et la chocolaterie. On est bon pour la suite. Mais le premier objectif, c'est vraiment de vraiment décrocher le poste. Et il y a plein de façons de le faire. Et toi, c'est intéressant comment tu l'as fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'à l'époque, j'aurais postulé pour un poste de product manager. Je ne l'aurais pas forcément eu, avant Eureka, j'entends. Et c'est à partir du moment où j'ai mis que j'étais product manager chez Eureka et que j'avais de l'expérience dans cette boîte-là que j'ai commencé à recevoir des emails de recruteurs assez régulièrement. Donc oui, clairement, moi j'ai eu de la chance là-dessus. Le premier poste, j'ai pas eu à aller le chercher, et du coup, c'était plus facile pour moi de trouver le deuxième. Et juste sur un petit focus entre ce moment où tu passes entre Eureka et Blablacar,
Pourquoi ta candidature a retenu leur attention? Alors, moi, j'ai postulé pour un poste sur la monétisation chez Blablacar et je bossais dans la monétisation chez Eureka. J'étais PM. Ma candidature est tombée au bon moment j'imagine que je sais qu'ils recevaient à cette époque-là 3000 CV par semaine. Donc, on ne peut pas tous les voir. Donc, j'imagine que c'était un facteur à la fois de chance et de CV qui concordaient bien. J'ai essayé de mettre au maximum dans ma candidature en avant le fait que je bossais sur la monétisation chez Eureka et comment je le faisais. Et que j'avais déjà une expérience en produit, en product management, ce qui était plus rare à l'époque, puisque au fur et à mesure, les formations ont commencé à exister, mais à l'époque, les product managers qui avaient déjà une expérience en product management étaient quand même moins courants, je trouve, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mehdi, mais Ouais. moi, je Il y a trouve. beaucoup moins, ouais, c'est clair. Ouais. Il y a eu une espèce de montée exponentielle. Carrément. Donc voilà, j'ai eu de la chance du fait que le secteur sur lequel je travaillais chez Eureka matchait avec le secteur sur lequel je voulais postuler chez Blablacar. Et d'ailleurs, ça a été ma porte d'entrée. Je savais que je voulais pas bosser sur la monétisation chez Blablacar pendant très longtemps, mais je me suis dit, je vais rentrer par cette porte-là parce que c'est là-dessus que j'ai ma chance. Et après, qu'une fois que j'y serai, je changerai peut-être de produit en interne. Du coup, il y avait un espèce de fit entre toi, ce que tu faisais, le fait que Eureka soit une plateforme B2C, Blablacar est une plateforme B2C, on gère des millions d'utilisateurs, il y a des problématiques de montée en charge, des énormes problématiques qui sont les mêmes. Donc, tu as connu ça, tu as fait le métier, tu as travaillé sur la problématique que Blablacar. Donc, en fait, tu étais vraiment pile dans ce qui recherchait la cible. Et ça c'est un truc hyper intéressant, hyper important à garder en tête aussi. On ne peut pas postuler partout, malheureusement, mais on peut se positionner sur les jobs qui vont avoir besoin de nous, et pas ce qu'ils vont avoir besoin de nous. Et je pense qu'on peut aussi adapter un peu ces expériences qu'on a eues au fur et à mesure pour les faire matcher au maximum avec le poste, sans mentir, évidemment. Mais par exemple, quand je suis devenue product manager, les 4 ans que j'ai passé en marketing commercial, en fait, je les utilise. C'est pas 4 années, c'est 4 années qui, sur le CV, peuvent paraître un peu hors sujet, mais pas du tout, en fait. Le fait d'avoir appris à négocier, le fait de savoir vendre, en fait, c'est un avantage quand on est PM. Complètement. Je pense qu'on continue. On va peut-être parler plus aujourd'hui de ton rôle actuel chez Blablacar. Et justement, tu nous disais que tu étais rentrée par le biais d'un poste de PM plus sur des questions monétisation. Aujourd'hui, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton évolution depuis 2 ans, puisque ça fait 2 ans que tu es chez Blablacar? Ouais, exactement, 2 ans aujourd'hui que je suis entrée chez Blablacar. J'ai du coup, je suis entrée avec pour objectif de monétiser. Donc, par monétiser, on entend prendre des frais qui finissent dans les mains de Blablacar. C'est-à-dire que, par exemple, en France aujourd'hui, quand on achète un trajet sur Blablacar, on a une grande partie qui va au chauffeur et une petite partie qui va chez Blablacar. Donc, on est présent dans 22 pays dans le monde, ça, il n'y a pas tout le monde qui le sait. Et la plupart de ces pays ne sont pas monétisés, c'est-à-dire que le passager va payer le chauffeur en cash dans la voiture, comme ça se faisait à l'époque chez Blablacar, et nous, on ne gagne rien sur cette transaction. Donc, mon objectif à moi, c'était de monétiser les plus grosses plateformes Blablacar hors France, donc en l'occurrence la Russie, le Brésil, etc. Ce qu'on a fait, donc j'ai lancé la monétisation sur ces produits-là, sur ces pays-là en août. Donc, une fois que c'était fait, une fois qu'on commençait à avoir le bon business model, etc., moi, il y a à peu près 1 an, j'ai commencé à discuter un peu avec mes managers du fait que j'avais plutôt envie de bosser pour un produit qui était pour l'utilisateur. Parce que quand on monétise, on bosse pour la boîte et un peu en essayant d'adoucir la pilule, d'adoucir les choses côté utilisateur. Et voilà, donc je voulais bosser pour l'utilisateur et du coup j'ai été mise sur des problématiques de booking, donc toute la partie réservation côté passager. Et donc là maintenant, depuis quelques mois, je suis entièrement en charge de toute la partie réservation côté passager pour tous les moyens de transport. Donc là maintenant, on fait du bus aussi. Donc, à partir du moment où on a cherché son trajet, qu'on sait lequel on veut faire, entre le moment où on est sur ce trajet-là et le moment où on a terminé de payer et le moment où on va prendre effectivement soit la voiture, soit le bus, je suis responsable de toute cette partie-là.
Trop bien. D'accord. On a une petite question de Amal. Merci à Amal pour ta question. C'est est-ce qu'on est légitime de postuler pour un poste de PM avec de l'expérience en marketing, des formations en tech, mais aucune expérience en méthode agile? Sinon, comment se faire pour se former? Alors, des formations agiles en ligne, il me semble qu'il y en a pas mal. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'articles sur le sujet. Donc, le fait d'avoir aucune expérience, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais déjà le fait de montrer qu'il y a une certaine curiosité et et que tu as des connaissances sur les bases de comment ça fonctionne, je pense que déjà ça peut aider. Mais dis, toi qui recrutes des PM, est-ce que tu Ouais, je t'ai mis mon livre as un avis préféré là-dessus? sur Ah, l'agilité, qui est tiré des gars de Basecamp, qui produisent. Ils ont fait Rework aussi avant, et là ils ont fait ShapeUp, qui est juste canon. Je dirais, moi je regarderais pas les choses comme ça en fait. Pour moi, on va dire que tu as un ensemble de compétences qui forment le product manager parfait, le mouton à 18 pattes qui va vraiment tout faire. Dans ces compétences-là, on peut les catégoriser. Tu as des compétences produits, tu as des compétences UX, des compétences business, tech, data et des compétences soft skills. Moi, je dirais que les compétences soft skills et produits, savoir de quoi on parle quand on fait du produit et avoir des soft skills qui correspondent à ceux du product manager, que sont la communication, la culture tech et produits, un peu de leadership, ce genre de choses, ça, c'est la base. Et ensuite, sur les autres, je dirais que l'important, c'est de se positionner, en fait, de ne pas tout prendre, de ne pas tout faire. Tu ne peux pas être le product manager parfait. Mais par contre, si tu as des compétences, on va dire, je sais pas moi, en data et en marketing, bah, clairement, tu vas être très, 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 très fort, Amal, pour les startups B2C qui ont des grosses problématiques voilà, en product analytics, qui fonctionnent à la data, qui priorisent avec la data. Si tu as des compétences business et tech, bah, tout ce qui est SaaS, B2B, avec des grosses problématiques de modularité, de complexité tech, bah, c'est fait pour toi. Donc, tu vas plutôt aller vers là. Donc, faut pas trop se prendre la tête. Enfin, faut pas trop vouloir tout avoir. Et il y a aussi une tendance, surtout dans les plus petites startups, sur l'agilité, qui est que les product managers s'occupent de moins en moins de la partie agile. C'est de plus en plus géré par l'équipe tech, en fait, par même le CTO. C'est rendu compte, il y a eu quelques années où on a voulu appliquer à la lettre les frameworks agiles, Scrum, Sprint, toutes les 2 semaines, machin et tout. On s'est rendu compte que c'était un bordel innommable. Et en fait, aujourd'hui, c'est de moins en moins du ressort du PM, plus en plus du ressort de la tech de s'occuper de ça. Voilà, pour ce qui est certificat, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, j'ai mon avis sur la question. sur la certification agile? PSPO1, on parle de certification. Ah oui, d'accord. Non, non. Bah écoute, moi j'avoue que j'ai passé une certification PO la semaine dernière, juste pour avoir le papier, mais que ça a pas été, ça a pas été nécessaire dans ma carrière, jusque-là en tout cas. Mais pour rebondir un peu sur ce que tu disais, on est une douzaine de PM chez Blablacar et à peu près un tiers d'entre nous ont été recrutés en n'ayant absolument aucune expérience en PM. Mm. Et l'apprentissage, l'expérience du monde agile, si jamais l'entreprise dans laquelle tu es recruté fonctionne comme ça, personne ne t'en voudra de ne pas l'avoir déjà. Et c'est quelque chose qui peut facilement s'apprendre. Ouais. En revanche, ce qu'on attendra peut-être plus facilement de toi, c'est une curiosité et une volonté d'apprendre tout ça. Et c'est pour ça que je disais lire des articles, avoir au moins quelques éléments de langage, des choses comme ça. Mm. Mais clairement, ne pas avoir été PM avant, en tout cas chez Blablacar, n'empêche pas de devenir PM quoi qu'il arrive. Est-ce que tu peux préciser tes questions, s'il te plaît, Emmanuel? Parce qu'il y a peut-être quelques coquilles. En attendant, moi, j'ai une petite question aussi à te poser. L'heure, elle court. Ouais, il y a un mythe autour de Blablacar. C'est un peu, c'est le Facebook français. Est-ce qu'on passe vraiment 12 entretiens pour entrer chez Blablacar? Comment ça se Moi, passe? j'en ai passé 11 et on est dans les locaux de Facebook. Donc, on ne peut pas mieux trouver comme image. C'est qu'on bosse au 3e et au 4e et Facebook est au 5e. Donc,
Donc, ouais, non, j'ai passé 11 entretiens. Alors, 11 enfin, c'est pas 11 entretiens séparés, hein. Certains d'entre eux étaient regroupés, par exemple, sur une même après-midi. Mais par contre, c'était 11 étapes enfin, après lesquelles j'avais besoin d'une validation pour passer à la suivante. Donc, même quand j'étais dans leurs locaux l'après-midi, j'ai présenté un cas, ils sont allés délibérer, ils sont revenus, ils m'ont dit, OK, tu fais l'entretien suivant, j'ai passé l'entretien, ils sont repartis délibérer. Enfin, ça s'est passé sur un laps de temps assez court, sur 3 semaines en tout. Mais ouais, c'était un process de recrutement assez énorme qui était, alors certes stressant, mais moi j'ai bien apprécié parce que déjà j'ai rencontré beaucoup de monde et ça m'a permis de valider que moi-même je m'en faisais pas une idée non plus qui était complètement en dehors de la réalité et que j'avais vraiment envie de bosser dans cette boîte-là. Et même s'il y avait beaucoup d'entretiens, ils ont toujours été super bienveillants, super gentils, en faisant hyper attention à répondre très vite à la fin de chacun des entretiens. Donc, pas du tout le côté on vaut mieux que vous et du coup, on fait passer aux entretiens parce qu'on prend vraiment que la crème de la crème, mais vraiment en mode ça allait dans les deux sens, quoi. J'avais autant ma place pour poser des questions que eux m'en posaient pendant ces étapes-là. Mais c'est peut-être parce que tu les intéressais. Ah oui, oui, bah, je pense que de toute façon, si je les avais pas intéressés, enfin, on s'est jamais embêté à continuer avec quelqu'un pour qui on avait ne serait-ce qu'un peu de doute, en fait. Vous leur faites des réponses rapides. Ah ouais, super rapide. Ah bah ça, c'est vraiment top parce que je peux te garantir que c'est c'est pas le Ouais, cas de tout c'est le pas le monde. cas partout. Non, Ouais. non, tu vois, par exemple, quand on fait venir quelqu'un toute une après-midi en disant, bah, il y a une étude de cas et après, si l'étude de cas se passe bien, il y a 3 entretiens. On a déjà fait partir les gens avant les entretiens, même s'ils étaient là dans leur locaux, on leur a dit, bah, désolé, en fait, on sait que ça va pas marcher, donc concrètement, c'est pas la peine de rester, quoi. Donc non, à partir du moment où on passe l'étape, c'est quand même qu'on intéresse l'entreprise, en tout cas. On a quelques questions qui s'enchaînent là. Manon qui demande quelle taille de startup recommandes-tu pour une première expérience en tant que PM? Alors moi, j'ai adoré faire une boîte plus petite en tant que première expérience parce que les rôles étaient beaucoup moins définis et donc notamment chez Eureka, c'était moi qui gérais moi-même tous les aspects. Enfin, on n'avait pas de data analyst, donc c'était moi qui allais faire mes analyses data, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'avais un peu plus de la main sur le design aussi. J'étais pas designer, mais j'avais un peu plus la main puisqu'on n'avait qu'une seule personne qui faisait du design et qui travaillait avec tous les PM. Donc moi, j'ai adoré faire dans ce sens-là. D'abord, une petite boîte pour voir un peu tous les corps de métier et être sûr que c'est vraiment le produit, enfin, le métier de PM qui me plaisait le plus. Et ensuite, aller dans une boîte plus grosse pour avoir des process. Mais on peut très bien faire l'inverse et choisir d'aller d'abord dans un groupe pour avoir des process un peu établis, pour ensuite aller essayer de les mettre en place dans des startups. Ça dépend du caractère, j'imagine. Moi, je trouvais l'expérience petite startup en premier intéressante. Et ensuite, Emmanuel qui nous demande est-ce qu'il est vraiment nécessaire de connaître les langages de programmation? Alors, encore une fois, nécessaire, non. Moi, ça m'a aidé aussi bien dans mes entretiens parce que, bah, surtout maintenant qu'il y a il y a beaucoup plus de product managers qu'avant, je trouve que ça fait vraiment un plus de montrer qu'on avait cette curiosité-là. Et ensuite, j'ai considéré ça comme un plus aussi, une fois arrivé dans l'entreprise, d'avoir justement, comme on disait tout à l'heure avec Mehdi, de pouvoir avoir ces conversations avec les techs et qu'ils nous prennent au sérieux et qu'ils sachent qu'on savait de quoi on parle. Après, est-ce que c'est une nécessité? Non, dans la mesure où dans mon équipe de PM aujourd'hui, je crois que je suis la seule à avoir une base en code. On en est peut-être 2. Donc voilà, je dirais pas une nécessité. Nice. Sur les ressources agiles, Emmanuel, je t'en envoie là quelques-uns. Je suis en train de les regrouper, je te les envoie après. Karine qui nous demande à partir de combien de temps considérez-vous qu'un PM est fort d'expérience pour le recruter? J'étais responsable service client et j'ai transitionné en interne vers le poste de PM, car on me l'a proposé en mars dernier. Waouh, super. La plupart des gens, c'était l'inverse, hein. En mars, confinement, ils ont sauté, hein. Je ne me sens pas 100% légitime. La classique question je me sens pas légitime. Alors, le syndrome de l'imposteur, moi, quand je suis arrivée chez Blablacar, j'ai eu 2 mois pendant lesquels, limite, je rentrais le soir, je disais, bah, de toute façon, demain, je suis virée. Enfin, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur, c'est sûr. Et au bout de 2 mois, je suis allée voir mon boss, j'ai dit, bon, écoute, là, il faut que tu me dises si je dois refaire mon CV. Il m'a dit, mais quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? On est très content de toi. Et je pense que, en parlant un peu avec des gens chez Blablacar, je me suis rendu compte que tout le monde l'avait super fort. Enfin, franchement, le syndrome de l'imposteur, c'est peut-être important pour garder un peu d'humilité, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de s'écouter et se dire que non, en fait, on est à sa place et
Et si on t'a proposé ce poste, excuse-moi, je me souviens plus de ton prénom, mais si on t'a proposé cette transition vers un poste de PM en mars, dans une boîte dans laquelle tu étais déjà, c'est qu'on savait de quoi tu étais capable et que du coup, on avait confiance en toi. Et tu le fais depuis mars déjà, donc je sais pas au bout de combien de temps on peut te considérer comme fort d'expérience ou senior, mais en tout cas, c'est déjà un super premier pas dans le job. Cool. Justement, toi, tu t'es senti accompagnée au début dans tes des deux premiers sujets quand était la monétisation internationale. Et puis, est-ce que en termes de hiérarchie, tu as été aidée et orientée un peu Alors ouais, moi j'ai eu de la chance, c'est que c'était le sujet numéro 1 de la boîte, forcément, puisque ça touche à l'argent. Donc dès que j'avais un besoin ou un doute ou quoi que ce soit, j'ai été hyper accompagnée. Mon boss, c'était un ancien ingénieur quand je suis arrivée et il était très très fort dans des domaines où moi j'étais moins forte. Toute la partie data, etc., c'était un mec qui était hyper pointu là-dessus et moi c'était pas mon point fort. Donc j'étais hyper contente de pouvoir grandir là-dessus, sur cet aspect-là avec lui. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Si, si, absolument. Et est-ce que tu penses que c'est combien êtes-vous de femmes de PM est-ce que c'est un métier qui C'est est une en train excellente question, ça. qui est en ce moment Écoute, qui est potentiellement en train de se féminiser? ouais, écoute, alors, quand j'étais chez Eureka, on était 3 PM et c'était 3 filles, 3 femmes. Et quand je suis arrivée chez Eureka, quasiment tout le monde, quand je passais les entretiens, m'ont dit ah bah ça fait du bien d'enfin rencontrer une PM et d'arrêter de rencontrer un PM. Parce que moi, j'avais cette vision d'un métier qui finalement était plutôt féminin, puisque dans ma première boîte, on était toutes des femmes. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte après coup que pas du tout. Quand je suis arrivée chez Blablacar, j'étais la première PM fille de mon équipe, il me semble. Enfin, pas la première, mais en tout cas à la seule à ce moment-là. Il y en avait eu d'autres avant, mais elles étaient parties. Et là, maintenant, je dirais qu'on est quasiment la moitié, hein. Il y a une belle parité dans l'équipe. 6 PM Et ouais, il y a une belle parité. Et ouais, clairement, même dans les conférences, les gens qui interviennent, etc., je trouve qu'on voit vraiment de plus en plus de femmes à des postes haut placés dans le produit. Et c'est bien, c'est cool, c'est une belle tendance. Je vais même vous révéler un petit secret de recruteur. Désolé, les gars. Mais comme les équipes tech sont masculines, voire exclusivement masculines, souvent dans les plus petites équipes, ils aiment bien recruter des femmes pour un peu voilà, équilibrer les choses. Ça devient une question assez essentielle en réalité. Donc, c'est pas un truc, ils le font pas. Il y a aucun délire de discrimination positive. On va pousser le truc, mais en tout cas, les candidatures de femmes vont être regardées de façon vraiment, voilà, ils vont la regarder quoi. Ben, c'est clair que la féminisation des entreprises, ça joue beaucoup sur leur image en ce moment, surtout. Donc, Ouais, de ouf. Absolument. On a une question de Amal qui te demande c'était quel genre d'études de cas que tu as eu pendant les entretiens? alors, ouais, moi, à l'époque, j'avais eu une étude de cas sur Airbnb parce qu'ils voulaient me donner une étude sur une entreprise qui serait un peu similaire dans le genre, c'est-à-dire une plateforme, une marketplace C2C, mais pour lesquels eux non plus n'auraient pas de data, histoire de ne pas être influencés par la manière dont j'aurais répondu au cas. Donc le cas que j'avais eu moi à l'époque, c'était vous êtes PM chez Airbnb et vous avez mis en place un nouveau produit qui est Airbnb Plus, je crois, c'est le truc premium là. Et au bout de 6 mois, vous vous rendez compte que ça marche pas. Qu'est-ce que vous faites? Donc c'était vraiment 3 lignes et donc voilà, donc j'ai fait toute mon étude de cas là-dessus. Je sais que maintenant ils envoient des cas plutôt sur Blablacar, sur des cas réels, des projets réels sur lesquels on est en train de travailler pour voir un peu comment la personne va se débrouiller en face. Et c'est souvent la logique plus que les réponses en elles-mêmes et les hypothèses qui vont être faites, puisque forcément la personne n'a pas les informations comme nous on peut les avoir. Donc Qu'est-ce qu'on dit et on répète dans le bootcamp? Hein, Ophélie? Ouais. Et après, en termes d'entretien, on t'a fait passer des tests de personnalité, on a cherché. alors,
test de personnalité, non, j'en avais passé un pour une autre boîte pour laquelle j'ai refusé le poste parce que finalement, il me plaisait pas tant que ça, mais il m'avait fait passer un test de personnalité. C'est la première fois que je faisais ça, pour une boîte, j'entends. Non, avec Blablacar, ils m'ont fait passer, d'abord quand j'ai envoyé mon CV, ils m'ont envoyé un lien, un questionnaire, un espèce de quiz en ligne qui était éliminatoire pour avoir mes bases de réflexion, de voir si déjà, avec des petites questions data un peu simples, hein, mais pour voir comment je me débrouillais. Et comme j'ai eu de bons résultats, ils m'ont contacté pour faire la suite. Et ensuite, il y a eu l'étude de cas et après des entretiens individuels, tout ce qui peut y avoir de plus simple, mais avec les différents corps de métier, par exemple. J'ai eu un entretien avec une personne de la data, un entretien avec un UX, un entretien avec le PM, le lead PM qui était devenu mon boss après coup. Un entretien avec la directrice marketing aussi, puisqu'avec la monétisation, c'était un sujet qui était très lié et on allait beaucoup bosser ensemble. Donc voilà. Est-ce qu'on peut prendre encore une ou deux questions max avant de passer à la suite? Une question de Manon. Comment t'es-tu préparée aux études de cas? Alors, chez Blablacar, ils demandent de préparer le cas à la maison. Donc ça, moi, à la base, je me suis dit que de toute façon, ça s'improvise pas. Malgré tout, en product management, il y a une espèce de méthodologie qu'on a mis en place, que moi, j'avais mis en place en bossant depuis 2 ans et demi, donc je n'avais pas je savais pas trop comment me préparer autrement que juste en essayant de parcourir le cas en appliquant mes connaissances passées. Mais donc, on l'a préparé à la maison. On avait juste comme consigne de le faire en 2 ou 3 heures. Après, personne vient vérifier comment tu l'as fait. Mais si tu débarques avec un truc hyper chiadé, avec des slides canon, ça se voit que tu as passé 2 semaines dessus. Bon, c'est un petit peu grillé quand même, mais voilà. J'avais passé des entretiens pour une autre boîte pour lesquels j'avais fait l'étude de cas sur place. Donc, j'avais posé un après-midi et j'avais préparé sur place avec les équipes. Et je l'avais présenté après devant eux. C'était honnêtement les deux, j'ai bien aimé les deux méthodes. Les études de, le lycée et l'école sont assez loin maintenant pour moi, mais ça n'a rien de très nouveau par rapport à ce qu'on a fait pendant nos études en fait. Hein. Parce que d'ailleurs, il me semble que chez Maestro, vous faites pas mal. C'est pas forcément des études de cas, mais en tout cas des ateliers et des espèces de. Ah si, c'est des études de cas, on fait que ça. On en fait tous les jours, ouais. Voilà, dans ce cas, clairement, je pense que la phase étude de cas, vous êtes préparé. Peut-être une autre question? Non, des messages d'empowerment féminin. Whoop, girl power. Non, mais peut-être une dernière. Moi, j'en ai une dernière pour la fin. Qu'est-ce qui te plaît le plus au quotidien aujourd'hui dans ton métier? Alors, moi, je suis une personne très sociale, très sociable et sociale. Et honnêtement, quand on est PM, c'est quasiment que ça. C'est que du relationnel, de la communication, entretenir les relations un peu tout le temps pour que ça se passe mieux au moment des négociations, des choses comme ça. Donc, là-dessus, ça ressemble d'ailleurs pas mal assez au commercial. Mais ouais, moi, ce que j'aime, c'est les interactions avec toutes les équipes de la boîte, avec des gens même extérieurs. J'adore parler aux membres. Chez Blablacar, on a une journée par mois qui est consacrée, qu'on appelle le Member Day, où on part, on va prendre un covoiturage, soit en chauffeur, soit en passager, et on va se balader, et on discute avec les membres, on discute de leur expérience, etc. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Canon. Est-ce que tu peux repartager, s'il te plaît, les slides, Ophélie? Oui, juste une dernière petite question. Ouais. Est-ce que tu aurais des outils à nous recommander? Si tu avais 3 outils à nous recommander. Outils. Alors, Jira déjà pour commencer, si vous pouviez le connaître. Je ne sais pas si vous vous êtes formé dessus, mais c'est vraiment l'outil que j'ai utilisé dans mon ancienne boîte et dans la nouvelle boîte. C'est un outil de ticketing, de suivi de projet, etc. Après, en termes d'outils, j'ai utilisé des outils très différents chez Eureka et chez Blablacar, c'est plus des ressources de type Medium que j'ai recommandé plus que des outils, parce que les outils, je pense qu'après, on se forme et on s'adapte. Si, après, les outils de base, genre PowerPoint et Excel, ou en l'occurrence la Google Suite sur laquelle on travaille chez Blablacar, qu'on utilise en permanence. Voilà, donc ça. Ok, très très bien. Cool. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui sont encore là, s'il vous plaît, nous mettre
nous mettre un petit avis de 0 à 5 sur ce que vous avez pensé du webinaire, enfin votre avis entre 0 et 5. Mettez-nous une petite note s'il vous plaît. 0, ça veut dire que c'est chaud pour Ophélie. 5, ça veut dire que Émilie a tout déchiré. Non, je plaisante. Du coup, je vais vous parler très rapidement de Maestro. Si tu veux passer les slides, s'il te plaît, en vitesse. On est le premier bootcamp 100% dédié au product management. Ça dure 7 semaines. Pendant 7 semaines, on voit absolument tous les aspects du produit. Théorie le matin pendant 1 heure, 1 heure et demie, et ensuite étude de cas tout le reste de la journée. Là, on fait ça dans la joie, la bonne humeur. Les objectifs, c'est se préparer à fond pour décrocher le job de PM, booster votre compréhension du PM, mais vraiment la booster, et ensuite construire une web app, mais une vraie web app, un truc avec des utilisateurs, des métriques, un truc qui fait classe quand on arrive en entretien. On est assez sélectif sur les profils, donc on fait en sorte de choisir des profils chez Maestro qui ont ce potentiel-là de devenir product. Voilà, on essaye d'être sur du 80-20, 80% de pratique, 0% de bullshit, 20% de théorie. Parmi les intervenants, je vous ai mis quelques intervenants ici, mais il y en a 42 dans toute la promo. Donc voilà, il y a vraiment du beau monde. On essaye de couvrir absolument tous les aspects. Il y a d'autres Firechats qui arrivent très vite, très bientôt. La semaine prochaine, on a Antoine Leron, qui est le CEO de Hublot, anciennement Medgo, qui vient nous parler de sa story. On va parler de product design avec Arthur et du rôle de premier product manager chez Austenfly, enfin du rôle de premier product manager avec Témine. Et après, on a des trucs assez canons et justement autour de la formation et du recrutement. Donc décrocher un job de PM. Olivier Courtois de Comet qui viendra nous parler de ça, le rôle de Product Ops, la carrière, Fabrice Desmazeri de Tiga, le CPO de Tiga qui nous a fait un excellent article très récemment sur le product management et quelles sont les perspectives d'évolution de carrière. Ça pourrait peut-être t'intéresser, Émilie, toi, et qui va nous parler de ça pendant 1 heure. Voilà, on parle beaucoup d'éthique en ce moment et de product, donc on aura quelque chose là-dessus. Fred de Doctolib qui viendra. On finira par le quotidien d'un PM et il y en aura d'autres qui arriveront, donc on espère vous retrouver. N'hésitez pas à parler de ça autour de vous. Je suis super content, on est super content. Merci Ophélie, merci Émilie, merci mille fois, merci vraiment. à vous. C'était canon d'avoir ton retour. Mm. Il est 18h59, on est dans les temps. On respecte le temps des gens chez Maestro. Donc, merci à tous et je vous dis à très bientôt et très bonne soirée reconfinée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Allez, ciao. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tout le monde, merci.